Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de cette série estivale Partir en vacances avec. Aujourd'hui, je vous propose d'ailleurs quelque chose d'un peu différent, pas de plage, pas de cocktail, pas même d'hôtel. Cette fois, on va juste se contenter de partir très loin, direction le toit du monde ou, comme elle l'appelait, le pays des neiges, avec Alexandra David-Néel. Imaginez des sentiers de montagne couverts de neige, le froid qui vous mord le visage, et cette sensation étrange d'être étranger à tout, même à vous-même. Pas de valise à roulettes, mais un baluchon usé, une gourde cabossée, et dans votre main, un faux passeport. Aujourd'hui, on part donc en vacances au Tibet. Mais pas avec n'importe qui, avec Alexandra David-Néel, première femme occidentale à avoir pénétré la ville interdite de Lhasa. Exploratrice, tibétologue, cantatrice, philosophe, anarchiste, bouddhiste, elle a vécu 100 ans et au moins autant de vies. Installez-vous bien, fermez les yeux, je vous emmène avec elle. Alexandra dira elle-même, naître femme en 1868, ce n'est déjà pas une sinécure, mais naître libre, encore moins. Alexandra David-Néel naît à Saint-Mandé, en banlieue parisienne, dans une famille bourgeoise. Mais très tôt, elle étouffe. Elle lit beaucoup, elle apprendra d'ailleurs le grec ancien à 5 ans, elle dévore les classiques, mais surtout, elle rêve d'ailleurs. À 15 ans, elle fugue, une première fois. Et ça ne sera bien évidemment pas la dernière, destination l'Angleterre. Sa deuxième fugue, elle l'a fait à 17 ans, vers la Suisse. Pourquoi ? Eh bien parce que déjà, elle veut partir encore, partir toujours. Elle le dira plus tard, il faut oser, la vie est une aventure audacieuse où elle n'est rien. Mais ce n'est pas tout. Car avant d'être exploratrice, Alexandra sera cantatrice. Elle va chanter à l'opéra de Hanoï, vivre en Inde et épouser un ingénieur des postes, Philippe Néel. En 1911, elle a déjà 43 ans quand elle obtient d'un ministère une aide financière pour un voyage d'études aux Indes. Elle part alors en disant à son mari qu'elle reviendra au bout de 8 mois, alors qu'en réalité, elle ne remettra les pieds en Europe que 14 ans plus tard. Elle va néanmoins garder son nom de femme mariée, c'est trop aimable, et surtout, elle gardera sa liberté, même si elle lui écrira de nombreuses lettres. Et pendant toutes ces années, elle va arpenter l'Inde, la Chine, le Japon et le Tibet, et s'immerger sans relâche dans les philosophies bouddhistes et hindouistes. Car ce qui l'obsède, ce n'est pas la vie mondaine, ni même l'amour, ni même, peut-être, les liens sociaux, mais la spiritualité avant tout. Le bouddhisme, l'hindouisme, l'ésotérisme, elle part seule, elle y rencontre des moines tibétains, elle apprend également le tibétain et elle étudie le sanskrit. Alexandra donc arrive en 1912 au Sikkim, un petit royaume au cœur de l'Himalaya, et elle va se lier d'amitié avec le roi. Alors attention, accrochez-vous bien parce que c'est extrêmement difficile à dire, je ne le redirai pas 3 fois, Sitkeong Tulku Namgyal. 2 ans plus tard, elle rencontre dans un monastère bouddhiste Afur Yongden, 15 ans, dont elle fera son fils adoptif. Mais son objectif ultime, ça demeure le Tibet et mieux encore la ville sainte de Lhasa. Or, il faut savoir qu'à l'époque, cette cité est interdite aux étrangers, comprendre aux étrangers occidentaux. Personne n'y est jamais allé, elle si, elle ira, et même si ça doit lui coûter la vie. Alors pour comprendre pourquoi Lhasa était interdite aux étrangers et donc aussi aux occidentaux, il faut revenir en 1911, lorsque les Tibétains profitent du soulèvement républicain qui renverse la dynastie Mandchoue en Chine pour chasser de Lhasa la garnison chinoise qui y demeurait, ce qui va rendre le Tibet indépendant pendant quelques décennies de facto. Il interdit alors une partie de son territoire, dont la capitale Lhasa, aux occidentaux, et donc, normalement, Alexandra n'aurait jamais dû pouvoir se trouver là. Mais, vous commencez à le comprendre, elle n'est pas femme à renoncer, elle s'entêtera. Elle aura besoin de plusieurs essais, on va le voir juste après, jusqu'à y parvenir finalement. Je vous l'ai dit, lorsque Alexandra entreprend son périple, elle a son fils adoptif Yongden. Elle part de Chine et elle gagne le désert de Gobi, puis la Mongolie, pour enfin atteindre le toit du monde. Cette aventure, elle a décrit dans son livre Voyage d'une Parisienne à Lhasa, parce que oui, Alexandra a énormément écrit sur chacun de ses voyages. Et celui-ci, si ça vous intéresse, vous pouvez le retrouver dans Voyage d'une Parisienne à Lhasa, dans lequel elle nous décrit son départ comme suit. C'est la 5e fois que je me mets en route pour la zone fermée du pays des neiges. Et bien différents d'aspects ont été ces départs échelonnés au cours de plus de 10 années.
Certains se sont effectués joyeusement, accompagnés par les rires des domestiques, le carillon bruyant des sonnettes suspendues au cou des mules, parmi cet affairement un peu brutal mais plein de bonne humeur, et tout le guet-apage qu'affectionnent les populations de l'Asie centrale. Un autre fut grave, presque solennel. En grand costume jamaïque, pourpre sombre et brocart d'or, je bénissais les villageois et les dokpas, assemblés pour me saluer une dernière fois la grande doma étrangère. Je m'éloignai, un jour, au milieu d'une féerie dramatique créée par un ouragan s'élevant soudain, comme je me mettais en route. Dans le ciel, quelques instants plus tôt ensoleillés, surgissaient d'énormes nuages noirs qui s'enroulaient autour des pics géants, comme autant de monstres aux formes fantastiques. Une sinistre teinte plombée se répandit sur les montagnes environnantes, transformant le décor immaculé et plein de majestueuse sérénité des hautes cimes en une sorte de morne et terrifiant paysage des enfers. La tourmente de neige m'enveloppait alors, et chancelante, aveuglée, un peu semblable à une épave ballottée par la tempête, je m'en allais. En 1923, donc, elle séjourne avec Yongden dans le monastère de Kumbum et se prépare au voyage à Lhasa. Nous sommes en 1924, Alexandra a 55 ans, seule dans les montagnes du Tibet. Pas de GPS, encore moins d'assistante, seulement son compagnon de route, Yongden, ce jeune lama qu'elle a adopté comme fils spirituel et qui l'accompagnera dans absolument toutes ses aventures. La première d'entre elles, c'est d'ailleurs d'essayer de semer les deux porteurs qu'elle avait engagés pour essayer de passer la frontière. Parce que oui, donc du coup, elle arrive, il faut déjà, avant d'arriver à Lhasa, qu'elle passe la frontière du Tibet. Et comme je vous l'ai dit, le Tibet était interdit aux étrangers. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle va se déguiser. Et puis surtout, du coup, elle prétend d'abord partir cueillir des fleurs avec deux porteurs. Force m'avait été d'engager deux porteurs, et tout en cheminant, je repassais dans mon esprit les ruses imaginées durant les jours précédents pour me débarrasser d'eux en temps voulu. Ce temps approchait rapidement, car le surlendemain, nous arriverions au pied du chemin de traverse, escaladant le Ka Karpo, en face du village de Londré. Et c'était par ce sentier que je comptais m'échapper pour gagner pendant la nuit la route du pèlerinage encerclant la montagne sainte. Si mon plan échouait là, mon voyage à Lhasa serait irrémédiablement compromis. Un autre souci me préoccupait encore. S'employer sous leur fée, les deux hommes paraissaient sentir le poids des sacs qu'ils transportaient. Comment mon jeune compagnon et moi, dont la force était loin d'égaler la leur, parviendrions-nous, ainsi chargés, à gravir les hautes et nombreuses chaînes de montagnes que nous rencontrerions sur notre route? Dans leur besace et dans leur sac, seulement une tente minuscule en coton léger, nous dit-elle, des piquets de fer, des cordes, un grand morceau de cuir non tanné, de provenance tibétaine, pour ressemeler leurs bottes. Un carré de grosse toile, afin d'atténuer quelque peu l'humidité ou le froid du sol nu, sur lequel nous nous étendrions pour dormir. Et le sabre court servant à des usages multiples, partie essentielle de l'équipement de tout voyageur tibétain. Également, le beurre, la tsampa, qui est une farine faite avec de l'orge préalablement grillée et qui constitue l'aliment principal des Tibétains et tient chez eux la place que tient le pain chez nous en France. Le thé, un peu de viande séchée, atteignaient ensemble un nombre respectable de kilogrammes. La plus grande crainte d'Alexandra, c'est bien évidemment d'être découverte et démasquée en tant qu'étrangère, et donc du coup d'être chassée du Tibet. Pour ça, elle s'est déguisée, elle a rajouté du crin de yak dans ses cheveux qu'elle teint avec un petit peu de cendre et de charbon. Elle se colore également les joues pour les brunir, ainsi que les mains, et elle a revêtu une tenue traditionnelle de mendiante. Malgré tout, évidemment, cette crainte d'être découverte l'obsède, et elle dit « On ne passe pas ici. 2 fois je me l'étais entendu dire, et je riais maintenant à se souvenir toute seule dans la nuit, au milieu de la brousse. Ha! On ne passe pas. Vraiment, une femme passerait. » Et effectivement, ils passent. Ils arrivent à semer donc du coup les deux guides et petit à petit à sinuer ensemble jusqu'à la montagne sainte et la frontière du Tibet. Victoire, nous voici à la lisière des bois. Devant nous se dresse, déserte et sauvage, la montagne sainte sur laquelle serpente l'étroit sentier qui nous conduira à d'autres sentiers encore, et ceci à d'autres encore, jusqu'au cœur même du Tibet, jusqu'à la mystérieuse Rome du monde lamaïste. Évidemment, cette route ne sera pas tout à fait la plus paisible, et comme il fallait s'y attendre, ils auront un chemin parsemé d'embûches.
Il y a bien sûr les grands problèmes du fait de ne pas avoir nécessairement d'eau ou de vivre sur leur chemin. Il y a également cette peur constante d'être découverte. Et puis, à cela s'ajoute le poids des bagages, les routes de montagne et toutes les aspérités du fait de randonner pendant non pas 1 ou 2 semaines, mais bien 4 mois jusqu'à parvenir à Yassa. Parfois, ce sera la soif qui leur desséchera la gorge. Et parfois, ce sera également la faim. Souvent, d'ailleurs, Alexandra et Yongden, vu que Yongden est un lama éduqué, se feront arrêter par des paysans et ils devront petit à petit se trouver une espèce d'astuce pour leur prédire et leur donner, leur conter bonne aventure. Le lama imaginera donc du coup toutes sortes de bénédictions et de présages, tandis que elle se fera passer pour sa vieille mère qui se perd en imprécations et en diverses soit malédictions, soit bénédictions à l'encontre des personnes qu'il rencontre. Ils sont donc déguisés en mendiants, et elle dit « Je m'étais décidée à adopter le déguisement d'Ardjopa parce qu'il me fournissait le meilleur moyen possible de circuler sans attirer l'attention. Yongden, qui est un lama authentique et lettré, devait se montrer excellent dans son rôle, et sa vieille mère, moi, qui, par piété, avait entrepris de longs pèlerinages, ne pouvait manquer de paraître une personnalité touchante, sympathique. Ces considérations avaient grandement influencé mon choix. Mais, je le confesse, la liberté parfaite de l'Ardjopa, qui est délivrée des soucis causés par les domestiques, les chevaux, les bagages, et dort chaque nuit où bon lui semble, en plein air, m'attirait énormément. Et maintenant que 10 mois d'expérience m'ont permis d'apprécier les joies comme les privations et les fatigues de cette vie pittoresque, je l'estime la plus délicieuse que l'on puisse rêver, et tiens pour les plus heureux jours que j'ai jamais vécus, ceux où, mon misérable baluchon sur le dos, géré par monts et par veaux, au merveilleux pays des neiges. Il passe donc, il traverse des cols, il s'inue dans les montagnes. Il faut donc imaginer des mois de marche à travers des cols glacés, avec une simple robe de laine, et le visage fouetté par les vents himalayens, des cachettes improvisées dans des cavernes, des moments de faim, de soif et de maladie. Mais également la culture tibétaine, son mysticisme et également sa foi, puisque, comme elle nous le dit, le terrain avoisinant le col est consacré aux divinités. Les pèlerins tibétains y ont érigé quantité d'autels minuscules, consistant en 3 pierres placées debout et une 4e formant un toit, sous lequel diverses petites offrandes sont faites aux esprits. Au col lui-même et sur les crêtes voisines flotte un nombre exceptionnellement grand de drapeaux portant des inscriptions mystiques. La faible lumière du jour, décroissant rapidement, prête à ceux-ci l'apparence d'êtres vivants, belliqueux et menaçants. On dirait autant de soldats escaladant les cimes, barrant la frontière, prêts à attaquer le voyageur téméraire qui osera s'aventurer sur la route de la cité sacrée. Comme nous atteignons le cairn marquant le sommet, une rafale nous accueille, le baiser violent et glacé de l'austère contrée, dont le charme rude me retient depuis longtemps ensorcelée, et vers laquelle je suis revenue. Me tournant successivement vers les 4 points cardinaux, le zénith et le nadir, je répète le vœu bouddhiste, que tous les êtres soient heureux. Puis, nous commençons la descente. Une tempête s'abattait à ce moment-là sur la montagne, des nuages noirs roulaient çà et là, se résolvant bientôt en une chute de neige à demi fondue. Nous pressons le pas, autant qu'il nous est possible, tâchant de parvenir, avant la nuit complète, à la base de la pente, presque verticale, sur laquelle nous nous trouvons. Dans ces montagnes, il n'y a pas que des drapeaux, il y a également des fauves. Et des fois, Alexandra se réveille à demi, par un bruit assourdi, par un reniflement, et à quelques pas d'eux, de Yongdel et d'elle donc, un des animaux, comme elle le dit aux yeux phosphorescents, nous regardait, le cou allongé, humant l'air, et je pouvais maintenant voir distinctement son pelage moucheté. Il n'était pas de très grande taille, et m'apparut être soit un jeune léopard, soit une panthère. Je n'éveillai pas Yongden, ce n'était pas ma première rencontre avec des individus de ce genre. Ils attaquent rarement l'homme, à moins d'être provoqués ou blessés, et j'ai toujours eu l'intime certitude qu'ils me respecteraient, moi et ceux qui m'accompagnent. « Petit ami, murmurai-je en regardant le gracieux animal, j'ai vu de tout près un bien plus gros prince de la jungle que toi. Allez, va dormir et sois heureux. » Je doute que le petit ami me comprit. Néanmoins, après quelques minutes, sa curiosité étant probablement satisfaite, il s'en alla en flânant.
Des fois, leur identité menace d'être découverte. Comme cette fois, par exemple, où, en traversant un village, des chiens se mettent à aboyer alors que c'est en pleine nuit. Et où du coup Alexandra et Yongden ont extrêmement peur que les villageois se réveillent et se mettent à les questionner sur leur identité, et sur cette façon un peu suspecte qu'ils ont de voyager de nuit ou très tôt à l'aube. Il y avait aussi à redouter que le passage de voyageurs mystérieux, errant dans la nuit, ne fût, même indirectement, rapporté au poste et qu'une enquête s'ensuivît. Pour éviter ce risque, Yongden appela très haut le sacristain, le suppliant d'accorder l'hospitalité pour la nuit à un Adjorpa exténué qui pouvait à peine se traîner à cause de douleurs dans une jambe. La requête de mon compagnon était conçue dans le langage le plus pathétique et s'exprimait assez bruyamment pour être entendue dans tous les bâtiments du temple. Durant qu'il jouait sa comédie, je m'étais retirée hors de sa vue. Nous étions bien certains que le sacristain ne se lèverait pas à cette heure tardive pour ouvrir à un mendiant. Lorsqu'il eut attendu assez longtemps, Yongden s'en alla, en se lamentant à haute voix. « Oh, qu'il est peu charitable de laisser un pauvre malade passer la nuit au froid !» pleurnichait-il. « Quel manque de piété ! Quel cœur dur !» Et ainsi de suite. Ces plaintes allèrent graduellement décrescendo, comme à l'opéra, le chœur de passants supposé, se perdant dans les coulisses. L'effet était assez joli, je faillis l'applaudir. On le voit, les deux sont donc de véritables complices. Et même si bien évidemment les disputes font aussi partie du voyage, ils se soutiennent et s'épaulent l'un l'autre jusqu'au bout. Jusqu'à ce jour où, donc, 4 mois plus tard, ils arrivent à proximité de Yassa. Enfin, après 4 mois de marche, d'aventure et d'observation, dont je n'ai pu raconter ici qu'une infime partie, je quittai Detchen un matin, à l'aurore, pour effectuer ma dernière étape vers Yassa. Le temps était beau, froid et sec, le ciel lumineux. Le soleil levant fit apparaître devant nous, encore lointain, et pourtant s'affirmant déjà majestueux et dominateur, le grand palais du pontife lamaïste. « Cette fois, c'est la victoire !» dis-je à Yongden. Mais lui m'imposa silence. « Non, pas encore, ne dites rien, ne vous réjouissez pas. Que sait-on ? Il nous faut encore traverser le Kichu, et là, peut-être, pourra se dresser un obstacle. » Si près du but, je me refusais à croire que notre bonne chance pût nous abandonner. Cependant, je n'insistais pas. La vallée que nous suivions s'élargissait graduellement. Peut-être les montagnes qui l'encadrent furent-elles jadis couvertes de forêts, mais aujourd'hui, pas un arbre n'y subsiste, en dehors de ceux qui ornent un petit nombre de jardins dans les villages. Ils arrivent enfin au prochain village, au pied de Yassa, pour le nouvel an. Le soir, près de nous endormir dans notre taudis, je demandai à mon fidèle compagnon de route. « Bon, m'est-il permis maintenant de dire que nous avons gagné la partie ?»« Lao Kiao, des Tam Chepam » répondit-il, mettant dans son exclamation en sourdine toute l'allégresse dans son cœur débordé. « Nous sommes à Yassa !» J'avais heureusement atteint Yassa, le plus difficile de ma tâche était accompli, mais il s'en fallait encore beaucoup que la lutte fût terminée. J'étais à Yassa, et il s'agissait à présent d'y rester. D'ailleurs, durant son séjour à Yassa, elle nous décrit également diverses coutumes tibétaines et l'architecture. Les Tibétains, tout comme les Chinois, aiment à décorer les ponts, les routes et les sites remarquables de leur pays, avec des inscriptions d'un caractère poétique, religieux ou philosophique. Certains voyageurs ont cru devoir tourner cette coutume en ridicule. Je les comprends mal. Quelques lignes de subtile poésie, comme les Chinois excellent à en écrire, une sage pensée, gravée sur un roc pittoresque, l'image d'un Bouddha en méditation, peinte dans une caverne, ou même flottant au vent à un carrefour, un simple ruban de papier, portant l'antique mantra sanskrit « Sarva Mangalam », joie à tous, me semble infiniment préférable aux réclames prenant des jambons et des liqueurs, qui décorent les routes des pays occidentaux. Mais évidemment, mes goûts sont ceux d'une sauvage. Plus loin, elle nous dit « Si beau que soit le paysage encadrant Yassa, il ne retiendrait cependant pas l'attention dans un pays riche comme est le Tibet, en site d'une majesté exceptionnelle, si le Potala ne lui conférait pas un caractère tout à fait particulier. Ce gigantesque édifice occupe l'un des sommets d'une petite chaîne surgissant, curieusement isolée, au milieu même de la vallée. Mieux qu'aucune description, une image peut en donner une idée. Cependant, la meilleure des photographies est impuissante à rendre son apparence imposante telle qu'il se dresse sur sa montagne.
piédestal de massives bâtisses élevant dans les airs un palais rouge coiffé de toits d'or. Une grande partie de la décoration murale du Potala, aussi bien que du Jokang, est l'œuvre de peintres chinois ou de leurs élèves. On pourrait passer des jours et des mois à lire en images, dans les corridors et les galeries innombrables du grand palais lamaïque, les légendes des dieux et des saints, représentées par des millions de petits personnages grouillant sur les fresques. Les épisodes, les attitudes et les vêtements sont spirituellement traités. L'ensemble est plein d'animation et de vie. Son ultime victoire, c'est donc d'être là, devant le Potala, la ville interdite est à ses pieds, d'être en haut des escaliers, tandis qu'elle marche dans la ville comme une simple pèlerine, invisible, elle a gagné. Du haut du grand escalier extérieur, je regardais longuement le paysage magnifique offert par Lhasa, étendu à mes pieds avec ses temples et ses monastères. Pareil, vu de si haut, à une mosaïque blanche, rouge et or, dont les sables et le mince ruban azuré du Kiichu formaient la bordure lointaine. Assise entre ces montagnes nues, parmi les sables et les galets, la Rome lamaïste, sous son ciel lumineux, est belle et grande à sa manière. Alors partir en vacances avec Alexandra Davinel, ce n'est pas partir avec une influenceuse Instagram, il n'y a pas d'hôtel luxueux, il n'y a pas de selfie, il n'y a pas non plus vraiment de choses grandiloquentes à mettre, mais par contre il y a une leçon, une vraie, celle que voyager ce n'est pas se déplacer, c'est se transformer, c'est faire face à soi-même, et c'est être prêt à tout donner, voire à mourir pour un rêve. Alexandra disait « Le bonheur n'est pas dans la recherche du plaisir, mais dans l'accomplissement d'un but. » Elle accomplira le sien. Et même après cette aventure, elle continuera à voyager, à écrire et à penser. Elle meurt centenaire en 1969, laissant derrière elle des dizaines d'ouvrages. Alors, si cet été, vous cherchez l'ailleurs, pensez à elle. Pensez à Alexandra en train de marcher, seule, enfin avec Yongden bien sûr, dans les montagnes, et ce sourire à peine esquissé, ce regard fixe vers l'horizon, et cette phrase au creux des lèvres. Il faut oser. C'était Partir en vacances avec Alexandra Davinel. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous, partagez et surtout partez. Ou, peu importe, mais partez.